Il se passe quelque chose de très bizarre sur notre planète en ce moment. Le Gulf Stream est en train de vaciller. Le Jet Stream menace de s'effondrer, le vortex polaire pourrait se briser et même notre champ magnétique terrestre est complètement détraqué. Est-ce juste une coïncidence bizarre ou y a-t-il derrière tout ça une tendance plus large qui pourrait changer la Terre pour toujours ? Aujourd'hui, on va se pencher sur certains des phénomènes naturels les plus menaçants et voir à quel point le danger est réel. Et si ça vous fascine autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant, comme ça vous ne raterez plus jamais les nouvelles vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, aidez la vidéo en cliquant sur j'aime. 5000 j'aime devraient apaiser l'algorithme de YouTube. Commençons par un phénomène qui pourrait nous plonger dans une période glaciaire, l'affaiblissement du Gulf Stream. On lit sans arrêt ces derniers temps que le Gulf Stream va bientôt s'arrêter à cause du changement climatique et quelles en seraient les conséquences pour nous. D'un autre côté, il y a par exemple les déclarations de Sabine Hossenfelder qui affirme que le changement climatique n'arrêtera pas le Gulf Stream. Alors qu'est-ce qui est vrai? Et c'est quoi au juste le Gulf Stream? On recommence depuis le début. L'énergie rayonnante de notre Soleil est le principal facteur qui influence l'océan et l'atmosphère de la Terre. Cette énergie réchauffe la Terre de manière inégale. Les tropiques étant plus chauds que les pôles. L'air chaud monte, se refroidit dans l'atmosphère puis redescend. Ce mouvement génère un phénomène appelé circulation atmosphérique. La rotation de la Terre, qui vient s'y ajouter, contribue à la formation des vents dominants, qui sont les principales forces motrices des courants de surface dans les océans. Et ce sont les vents de l'Atlantique Nord qui forment le Gulf Stream. Les courants de surface des océans, poussés par les vents, prennent une forme elliptique, formant un tourbillon entre les continents qui bordent l'Atlantique. Et ce tourbillon est influencé par la rotation de la Terre, qui, combinée au vent dominant, entraîne un renforcement des courants sur l'arc ouest de ce tourbillon, donnant ainsi naissance au Gulf Stream, large d'environ 50 à 150 km et profond de quelques centaines de mètres. Elle fait partie d'un système de courants plus vaste et se trouve au large des côtes nord-américaines. Elle longe la côte est des États-Unis et du Canada en direction du nord-est, où elle se fond ensuite avec d'autres courants atlantiques dans le courant de l'Atlantique Nord. Mais ça veut aussi dire que si le Gulf Stream s'arrêtait, ça ne signifierait pas pour autant que tout le courant de l'Atlantique Nord s'arrêterait. Le Gulf Stream est bien sûr un alimentateur important du courant de l'Atlantique Nord, mais il y a aussi d'autres courants qui contribuent à transporter de l'eau chaude vers le nord et à influencer la température, comme le courant des Canaries le long de la côte ouest de l'Afrique. Mais est-ce que ces courants peuvent vraiment s'arrêter comme ça? Et ça nous amène à ce joli terme qu'est la circulation méridionale de retournement de l'Atlantique. Le courant de l'Atlantique Nord et le Gulf Stream font partie d'un système encore plus vaste qu'on appelle la circulation méridionale de retournement de l'Atlantique, ou AMOC en abrégé. L'AMOC est un système de courant super complexe qui transporte de l'eau chaude des tropiques vers l'Atlantique Nord et achemine de l'eau froide et riche en sel de l'Atlantique Nord vers les océans du Sud. Ce gigantesque système de courant, dont il existe des équivalents dans d'autres parties du monde, comme le PMOC dans le Pacifique, joue un rôle super important dans la régulation du climat mondial, en répartissant la chaleur et le sel dans l'océan et en influençant le cycle du carbone. Contrairement au Gulf Stream, qui est principalement généré par la rotation de la Terre et les vents qui en découlent, la MOC résulte de la circulation thermohaline. C'est un processus super compliqué où de l'eau chaude et très salée est transportée depuis la région équatoriale vers le pôle Nord. Là-bas, elle se refroidit et en raison de sa salinité plus élevée, s'enfonce. Ça pousse l'eau froide et salée vers les couches plus profondes. L'eau qui s'est enfoncée, froide et très salée, remonte ensuite vers l'équateur dans les couches marines plus profondes, grâce à la pression et à la densité plus élevée. En chemin, elle se réchauffe à nouveau sous l'effet d'un rayonnement solaire plus intense et dès qu'elle arrive sous les tropiques, elle remonte à la surface et recommence le cycle. Or, ce processus peut être perturbé par le changement climatique. L'eau douce issue de la fonte des glaces polaires modifie la densité de l'eau de mer. Ça peut avoir pour conséquence qu'il n'y ait plus assez d'eau qui descende pour maintenir le cycle. Mais ce n'est pas sûr non plus. Les systèmes de courant sont soumis à d'innombrables facteurs dont tous ne sont pas influencés par l'homme et on est encore loin de comprendre toutes les interactions. L'arrêt de l'AMOC aurait bien sûr aussi un impact sur le Gulf Stream, il changerait de trajectoire mais ne s'arrêterait pas pour autant. Peut-être que ce serait même une bonne chose si l'AMOC s'arrêtait. En effet, ça ferait que moins d'eau chaude arriverait vers le nord, ce qui pourrait aider à atténuer les effets du changement climatique dans ces régions et peut-être stabiliser la fonte des glaces au Groenland. Au cours de l'histoire de la Terre, l'AMOC s'est déjà effondré plusieurs fois à cause de cycles purement naturels. Peu importe ce qu'on fait.
Le courant océanique n'est qu'une pièce du puzzle dans ce chaos mondial, car quelque chose de dramatique se passe aussi haut dans l'atmosphère, bien au-dessus de nos têtes. En effet, le jet stream se déchaîne lui aussi. Le jet stream, c'est un courant d'air puissant et étroit dans l'atmosphère qui fait le tour de notre planète en formant de grandes bandes ondulées. Dans les régions équatoriales, l'air est plus réchauffé par le rayonnement solaire que dans les régions polaires. Et ces différences de température entraînent la formation de zones de haute et de basse pression. Et comme l'air s'écoule toujours d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression, ça crée des courants d'air horizontaux. L'effet Coriolis causé par la rotation de la Terre dévie ces courants d'air vers l'est-ouest et forme le jet stream. Il existe deux branches principales, le jet stream polaire aux hautes latitudes et le jet stream subtropical aux basses latitudes. Le jet stream en tant que courant d'air mondial est bien sûr d'une importance capitale et a un impact considérable sur les phénomènes météorologiques. Il influence la direction des masses d'air, les variations de température et d'humidité, ainsi que la formation des zones de haute et de basse pression. C'est pourquoi on pourrait trouver un peu inquiétant le comportement actuel du jet stream. La partie sud du jet stream au-dessus de l'Amérique du Nord s'est complètement désagrégée. Au lieu d'un courant continu d'ouest en est, les bandes du jet stream sont plus ondulées et présentent des déviations qui entraînent des blocages et des phénomènes météorologiques extrêmes. Là encore, le changement climatique pourrait en être la cause. En effet, lorsque les températures augmentent même dans des régions éloignées de l'équateur, ça modifie les courants d'air entre l'équateur et les régions polaires. Sans ces différences de température, la distinction entre les zones de haute et de basse pression de l'équateur et des régions polaires n'est plus aussi marquée, ce qui réduit la force des courants d'air et affaiblit donc le jet stream, mais le super El Niño qui menace actuellement pourrait aussi en être la cause. Même s'il s'agit pour l'instant d'un phénomène local, il a des répercussions mondiales, car il modifie les courants océaniques et les vents. Pendant un épisode El Niño, les différences de température habituelles entre l'Est et l'Ouest du Pacifique s'atténuent, ce qui entraîne une modification des rapports de pression. Ce changement influence le jet stream et peut contribuer à son instabilité et à sa fragmentation. Du coup, les bandes du jet stream aux hautes latitudes sont perturbées et déviées, ce qui peut entraîner des phénomènes météo inhabituels. Ces changements dans le courant jet ont un impact sur la météo partout dans le monde. Dans certaines régions, ils peuvent entraîner des vagues de chaleur accompagnées de sécheresse ou des feux de forêt, tandis que d'autres régions sont confrontées à des tempêtes violentes, de fortes pluies et des vagues de froid. Ces effets peuvent se faire sentir aussi bien au niveau local qu'à l'échelle mondiale. Et puisqu'on parle de vent capricieux, il y a normalement un gardien invisible et glacial qui veille sur les pôles, le vortex polaire. C'est une vaste zone de basse pression et d'air froid qui entoure les deux pôles de la Terre. En été, le vortex polaire s'affaiblit et en hiver, il se renforce. Le terme vortex ou tourbillon fait référence aux masses d'air qui circulent près des pôles et sont confinées en cercle par le jet stream. Comme tu le sais, l'axe de la Terre est incliné, ce qui nous donne les saisons. Car l'angle d'incidence de la lumière du soleil varie ainsi au fil de l'année. Et près des pôles, ça donne lieu au phénomène du jour polaire, quand le soleil ne se couche plus du tout en été, et de la nuit polaire, quand il ne se lève plus en hiver. Comme le soleil atteint à peine le pôle nord en hiver, les températures y baissent, surtout en novembre et décembre. Et ce, tant au sol que dans la couche atmosphérique intermédiaire qu'est la stratosphère. Le jet stream agit alors comme une barrière au transport de l'air et isole l'air stratosphérique au-dessus de l'Arctique. Le vortex polaire de l'hémisphère sud s'étend lui aussi à travers la stratosphère et jusque dans la mésosphère, mais contrairement au vortex nord, il est plus puissant, plus vaste et plus durable. De plus, les températures y sont plus basses et les niveaux d'ozone plus faibles qu'au nord. Mais d'après ce qu'on voit actuellement, il se pourrait que le vortex polaire s'effondre. On appelle ça un événement de vortex polaire ou encore une perturbation du vortex polaire. Comme on l'a déjà entendu, le jet stream est actuellement perturbé, ce qui pourrait permettre à des masses d'air froid issues du vortex polaire de s'engouffrer soudainement vers le sud, vers des latitudes plus basses. On parle ici de masses d'air glaciales qui pourraient alors atteindre presque l'équateur. Même la Floride, qui a d'habitude un air des Caraïbes, peut alors, comme en 2022, se retrouver plongée dans le chaos de la neige. Mais outre le changement climatique, il y a d'autres facteurs qui peuvent provoquer une perturbation du vortex polaire. Par exemple, quand la différence de pression s'atténue parce que les températures au sud sont plus froides ou que celles à l'intérieur du vortex sont plus chaudes que d'habitude. Les phénomènes météorologiques mondiaux, comme El Niño, jouent de là encore un rôle. Les changements dans l'activité solaire ont aussi une influence directe, car c'est le rayonnement solaire qui permet au système tout entier de fonctionner. Paradoxalement, une perturbation
peut même entraîner à court terme de fortes hausses de température lorsque des masses d'air chaud sont soudainement repoussées par les masses d'air polaire. Une perturbation du vortex polaire n'est bien sûr pas la fin du monde et arrive régulièrement, mais certains indices montrent qu'elle devient plus fréquente. En effet, la hausse des températures dans l'Arctique pourrait entraîner une diminution de la différence de température entre les latitudes polaires et les latitudes moyennes. Or, ce gradient de température joue justement un rôle décisif dans le maintien du tourbillon polaire, comme on vient de l'entendre. On ne peut toutefois pas encore dire exactement quand le prochain événement lié au tourbillon polaire se produira. Mais les signes s'accumulent, un réchauffement massif de la stratosphère a littéralement déformé le vortex polaire antarctique, avec des conséquences possibles sur la couche d'ozone et la météo dans le monde entier. Normalement, en hiver, les températures dans la stratosphère au-dessus de l'Antarctique avoisinent les moins 80 degrés Celsius. Mais le 7 juillet 2024, les scientifiques ont eu un choc en jetant un œil à leurs données de mesure. Les températures dans la stratosphère moyenne avaient soudainement grimpé de 15 degrés. De tels réchauffements soudains dans la stratosphère ont des répercussions énormes sur le vortex polaire sud. Au lieu de sa forme ronde habituelle, il s'est allongé et ressemble désormais à, disons, une cacahuète. Cette déformation du vortex polaire est en effet très inhabituelle et pourrait avoir des conséquences de grande ampleur pour toute la planète. L'une de ces conséquences concerne d'ailleurs quelque chose que vous connaissez tous même si vous ne l'avez jamais vu, le trou dans la couche d'ozone. Normalement, le trou dans la couche d'ozone commence à se former au-dessus de l'Antarctique début août. Cette année, par contre, il a pris son temps. Les chercheurs du Copernicus Atmosphere Monitoring Service ont constaté qu'au lieu du comportement habituel, où le trou dans la couche d'ozone s'aggrave progressivement en nous, il ne s'est développé qu'à la fin du mois. Un vortex polaire puissant et stable entraîne des températures extrêmement froides dans la stratosphère. Ce froid est l'une des conditions nécessaires à la destruction de l'ozone et donc à la formation du trou dans la couche d'ozone. Mais quand le vortex polaire est affaibli et déformé, comme cette année, ces processus sont perturbés. La couche d'ozone nous protège des rayons UV nocifs du soleil, mais son amincissement annuel fait partie du cycle antarctique. Si ce cycle est perturbé, ça pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur le système climatique mondial. Donc l'absence de trou dans la couche d'ozone, c'est déjà un problème en soi. Super, mais qu'est-ce qui a bien pu déstabiliser le tourbillon polaire à ce point? C'est là qu'on aborde l'un des aspects les plus fascinants de la recherche climatique. Tout est lié. Les scientifiques pensent que des phénomènes météorologiques inhabituels dans la troposphère, c'est-à-dire la couche la plus basse de l'atmosphère où se joue la météo, pourraient être responsables de cette perturbation dans la stratosphère. En effet, le mois de juillet 2024 a été exceptionnellement chaud en Antarctique. Pour l'ensemble de la région antarctique, c'était le 5e mois de juillet, le plus chaud depuis le début des relevés. Et ça se complique encore. Les variations des températures de surface de la mer et de la banquise pourraient perturber ces systèmes météorologiques à grande échelle dans la troposphère, qui se propagerait ensuite vers le haut. Imagine le climat comme des dominos. Tu les empiles tous puis tu pousses le premier. Ce qui s'ensuit, c'est une réaction en chaîne complexe où un domino en fait tomber un autre. Dans notre cas, un léger réchauffement de la surface de la mer aurait pu influencer la troposphère qui à son tour aurait perturbé le vortex polaire, ce qui aurait ensuite affecté la couche d'ozone, et ainsi de suite. Le climat est tout simplement un système extrêmement complexe, mais on soupçonne fortement qu'un événement singulier a particulièrement contribué à cette anomalie. L'éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga dans les mers du Sud en 2022. En plus des cendres, les volcans rejettent une multitude de gaz dont le dioxyde de soufre, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène et le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2. Ces gaz peuvent se répandre dans l'atmosphère et influencer à la fois la qualité de l'air et le climat mondial. Dans le cas du Hunga Tonga, c'est surtout une énorme quantité de vapeur d'eau qui a été projetée dans l'atmosphère et on sait que la vapeur d'eau présente dans la stratosphère peut contribuer à la formation de nuages stratosphériques polaires composés de minuscules particules de glace qui créent à leur tour un environnement propice à des réactions chimiques accélérant la destruction de l'ozone. Mais entre-temps, cette anomalie au-dessus de l'Antarctique s'est à nouveau calmée. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous ? Ça montre d'abord à quel point c'est important de continuer à explorer et à surveiller nos pôles. Les régions polaires jouent un rôle clé dans le système climatique mondial et les changements qui s'y produisent peuvent avoir des conséquences considérables jusqu'à chez nous. Ça souligne aussi à quel point notre système climatique est complexe et finement équilibré. Une petite perturbation ici peut déclencher de grands changements ailleurs. Et puis, il y a peut-être le plus gros chantier de tous, notre champ magnétique terrestre. Pour commencer, il faut faire la différence entre le pôle géographique et le pôle magnétique. Le pôle nord géographique, tout comme le pôle sud, est un point fixe, situé là où l'axe de rotation de la Terre traverse la surface. Le pôle nord magnétique, en revanche, c'est le point où les lignes du champ magnétique terrestre
plonge perpendiculairement dans le sol. Et ce point est tout sauf fixe. Depuis sa découverte en 1831 par l'explorateur James Clark Ross, on sait que le pôle nord magnétique se déplace, mais ces dernières décennies, ce déplacement a pris une toute nouvelle ampleur. Depuis les années 1990, sa vitesse a considérablement augmenté. D'un mouvement tranquille d'environ 15 km par an, il a accéléré pour atteindre jusqu'à 55 km par an. Après avoir dérivé de plus en plus vite vers la Sibérie pendant des années, le pôle nord magnétique a soudainement ralenti ces dernières années. Bref, le pôle nord magnétique se comporte de manière complètement excentrique et imprévisible. Mais pourquoi est-ce si important au juste? Le champ magnétique terrestre a pour rôle de nous protéger du rayonnement cosmique et du vent solaire. Sans ce champ magnétique, la vie sur Terre, telle qu'on la connaît, ne serait pas possible. Le champ magnétique terrestre prend naissance au plus profond de la Terre, dans le noyau externe. C'est là, à une profondeur d'environ 2900 km, qu'on trouve une énorme sphère de fer et de nickel en fusion. Cette masse en fusion est constamment en mouvement et génère des courants électriques grâce à sa rotation. Et ce sont ces courants qui créent le champ magnétique terrestre. Les scientifiques appellent ça le géodynamo. Ils ne savent pas exactement pourquoi on observe ce comportement bizarre en ce moment. Il existe différentes théories, mais aucune ne parvient à expliquer entièrement ce comportement. Une hypothèse est que des changements dans la circulation du fer en fusion au sein du noyau externe de la Terre seraient responsables de ce mouvement inhabituel. Une autre théorie avance que le déplacement du pôle nord magnétique serait lié à des variations de l'intensité du champ magnétique. Au cours des 200 dernières années, le champ magnétique a d'ailleurs perdu environ 9% de son intensité. Ça peut sembler peu, mais pour les géophysiciens, c'est une tendance inquiétante. Certains scientifiques vont même jusqu'à penser que ça pourrait être le début d'une inversion des pôles, un processus au cours duquel les pôles magnétiques nord et sud de la Terre s'inversent. De tels sauts polaires n'ont rien d'inhabituel dans l'histoire de la Terre. Ils se produisent en moyenne toutes les quelques centaines de milliers d'années. Le dernier grand saut polaire a eu lieu il y a environ 780 000 ans, donc on est en fait en retard. Par contre, une inversion des pôles ne serait pas un événement soudain. Elle s'étalerait sur des milliers d'années et on aurait largement le temps de s'y préparer. On peut donc affirmer avec une certaine certitude qu'une inversion des pôles est imminente d'un point de vue géologique. Du moins, d'un point de vue géologique. Pour suivre les changements du champ magnétique, les scientifiques mettent régulièrement à jour le modèle magnétique mondial, WMM. Ce modèle est essentiel pour de nombreux systèmes de navigation, des smartphones aux équipements militaires. Normalement, le WMM est mis à jour tous les 5 ans. Actuellement, il est ajusté chaque année. Pour te donner une idée de l'importance de tout ça, si tu parcourais les 8500 km qui séparent l'Afrique du Sud de la Grande-Bretagne en ligne droite en utilisant un ancien WMM, tu te retrouverais à environ 150 km de ta destination à la fin de ton voyage. Tu peux donc imaginer l'impact de ces systèmes sur l'ensemble de notre technologie et à quel point la recherche sur le champ magnétique est donc essentielle pour notre vie moderne. J'espère que ça t'a donné un aperçu à la fois fascinant et un peu inquiétant de ce qui arrive en ce moment à notre planète. Je te tiendrai bien sûr au courant de toutes les évolutions à venir ici, sur cette chaîne. Alors si tu ne l'as pas encore fait, clique vite sur le bouton s'abonner, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime pour atteindre les 5000 likes. Et puisqu'on parle de système capricieux, un véritable monstre est en train de se former dans le Pacifique. Un El Niño d'une ampleur historique qui, comme on le sait désormais, aura des conséquences dramatiques pour le monde entier. Vous pouvez voir ce qui nous attend dans la vidéo en haut à droite. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet autour de la science et de l'espace. Et sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.